Eh bien, le bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, bien sûr. Et on est aujourd'hui, bien évidemment, sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, bien sûr. Deuxième vidéo critique, vidéo, du coup, avis et critique. Avant, bien sûr, de commencer tout ça, n'hésitez pas aux petits commentaires, à au petit pouce bleu, pardon, j'ai bégayé, à vous abonner pour ne rien perdre des prochaines vidéos. Et on est donc aujourd'hui sur une vidéo critique et avis sur Scream 7. Scream 7, bien entendu. Donc, ça va être plutôt pas mal, bien évidemment. On est avec une première partie sans spoiler, bien sûr, comme celle avec Super Mario Galaxy, et une deuxième avec spoiler. Donc voilà, il y aura, ce sera une grosse vidéo. Je préfère ne pas faire une vidéo spoiler, une vidéo sans spoiler. Bon voilà, ce serait un petit peu catastrophique. Donc voilà, vous aurez le timer normalement affiché dans la description. Voilà, vous l'aurez affiché. Donc ne vous en faites pas là-dessus. On revient donc sur ce 7e opus de la franchise avec le retour de Neve Campbell en ciné Prescott, Sidney Evans dans ce film parce que du coup elle refait un petit peu toute sa globalité, toute sa famille bien évidemment. Elle est avec un mari et Courtney Cox également, un Gale Weathers et qui a notamment fait polémique. Donc du coup ce film a fait polémique. Voilà, c'est un petit point un petit peu à souligner avant de commencer tout ça. Mais avant même sa sortie, car petit point à rappeler tout de même, ce 7e opus devait être normalement le synopsis de base, une suite directe au 5 et au 6 avec Melissa Barrera et Jenna Ortega qu'on a vu du coup dans les précédents opus, et Christopher Landon à la réalisation, sauf que Melissa Barrera avait posté un soutien du coup à la Palestine, bien évidemment, et a demandé l'arrêt du génocide du 7 octobre. Donc voilà, et ça a été l'une des premières victimes à se faire virer d'un projet pour les gens qui étaient pour la Palestine, et ça a été du coup la première personne à en subir les conséquences, en tout cas au niveau des gens qui sont assez populaires, voilà, dans le milieu. Et du coup, vu qu'elle portait son soutien à la Palestine, la production Spyglass, du coup, l'a virée. Et Jenna Ortega, suite à ça, est partie aussi, ce qui peut être dommage, car en ce moment, Jenna Ortega, avec Mercredi, même avec les précédents Scream, rapporte, j'imagine, beaucoup plus que Neve Campbell. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Les gens vont plus voir en tout cas Jenna que Neve Campbell. Après, il y a potentiellement aussi ce côté un petit peu nostalgique, bien évidemment, qui parle également. Donc ça peut se discuter, mais du coup, Barrera se fait taire. Jenna Ortega, du coup, décide, elle, de partir car c'est une pro-Palestine, sachant que l'histoire était déjà écrite, donc plutôt malheureux également. Et suite à cela, du coup, le réalisateur Christopher Landon, le Christopher normalement de base, décide du coup lui-même également de partir, ce qui met les compteurs à zéro pour ce 7e opus, et ce qui est dommage car la fin de Scream 6 était plutôt intéressante. Voilà, on imaginait du coup l'actrice de Barrera devenir en fait elle aussi une killeuse, voilà, comme son père, qui est du coup le père de Billy Loomis, hein, qu'on apprend du coup dans le 5e opus. Donc ça aurait été cool. Ça aurait été cool de voir tout ça, mais bon. Donc jamais de vraie suite à ces opus-là. Voilà, ça passe, on va dire, un petit peu sous le tapis. Et Neve Campbell n'était également pas aussi, d'ailleurs, aussi dans Scream 6, car problème de négociation d'argent. Elle ne pouvait pas être assez payée, ce qui a été le cas pour ce Scream 7, j'imagine. C'est pour ça qu'ils ont dû la ramener, parce qu'ils voulaient quand même ramener quelqu'un de connu, voilà, avoir des petits retours, des petits comebacks, j'ai envie de dire, parce que Neve Campbell n'est pas la seule qui est revenue, bien évidemment. Il y a Courtney Cox qui est revenue, mais il y a aussi d'autres petits personnages qui sont revenus, mais ça, bien évidemment, on en parlera dans la partie un petit peu spoiler. Voilà tout, mais en tout cas, le scénariste original du premier film, en tout cas, suite à ça, revient, donc c'est-à-dire Kevin Williamson. Donc c'est un peu la nostalgie land, voilà, pour ce Scream 7 avec de nombreux personnages qui reviennent également. Donc voilà. Donc du coup, ce 7e opus, c'est un peu, j'ai un petit peu aussi les petites notes. Voilà, je fais des petites notes également et tout. C'est pour ça que voilà, vous me voyez un petit peu avec ma main et tout. Mais du coup, en tout cas, ce 7e opus, c'est un peu le retour aux sources, ce qui arrive encore à surprendre en bien.
mais comme un mal aussi, parce que contre toute attente, le film fonctionne plutôt bien, il y a des choses assez intéressantes, voilà, où on reviendra dans la partie spoil, mais c'est bien jusqu'au fameux moment que toute la saga construit depuis plus de 30 ans, bien sûr, la révélation des Ghostface, le final de ce Scream 7, et c'est justement là que tout se complique pour le film, parce que en fait, ils ont construit quelque chose dans le film qui fait que ensuite c'est bâclé vers la fin, voilà, on se dit ok, il va y avoir ça, il va peut-être potentiellement y avoir ça, on nous met le doute tout le film, et au final, c'est la douche froide. C'est la douche froide. Donc, il faut être honnête, Scream 7 n'est pas si désastreux que ça quand même aussi. Il est même plutôt bon, malgré qu'il y ait la polémique avec Barrera et Ortega. Le retour, en tout cas, voilà, de Sidney Prescott, bien sûr, apporte une vraie émotion et un sentiment de boucle bouclée, mais pas totalement, bien sûr, car Scream 8 est en préparation avec le retour de Sidney, mais pas que. Et on a également une introduction plutôt efficace, tendue et fidèle à l'ADN du coup de la saga. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a la volonté de moderniser avec des thèmes actuels comme du coup l'IA et des deepfakes, ce qui reste assez cohérent et avec l'aspect méta de la franchise. C'est un épisode en tout cas peut-être imparfait bien sûr, mais pas dénué de plaisir pour autant. Voilà. Je tiens à le souligner. Sur le papier, l'idée des nouveaux Ghostface, en tout cas, voilà, est bonne. Obsession et fascination pour Sidney, utilisation de la nouvelle technologie pour manipuler la réalité, etc., etc. Tout est bon, mais le reveal était un peu la douche froide, ce qui enlève énormément de points parce que le reveal souvent est le moment le plus important de chaque scream. Le premier, on avait eu Stu Macker et Billy Loomis. Le deuxième, c'était la mère de Billy Loomis et du coup le meilleur ami du coup de Sidney. Le 3, c'était son beau-frère. Voilà, on avait des reveals qui en valaient la chandelle. Le 4, c'était Jill, sa cousine, et son ami, du coup, je ne sais plus, Mike, je crois, je ne suis plus sûr en tout cas du deuxième. Mais Scream 4, en tout cas, était mon préféré, vraiment. Parce que c'était assez nouveau, ce qu'ils ont construit dans ce Scream 4. C'était que, en gros, je peux spoiler, sachant que le Scream 4 est sorti il y a déjà depuis un moment, mais ils ont failli faire gagner, on sentait qu'il y avait cette volonté de les méchants vont peut-être gagner. Et c'est ça qui était incroyable dans le 4. C'est ça qui était, je trouvais, incroyable dans le 4, parce que c'était une chose carrément nouvelle. Et aussi, également, dans Scream 4, il tue Jill, mais dans la poitrine. Normalement, les Ghostface, on est censé les tuer dans le visage. On est censé les tirer en pleine tête. Voilà. Mais, Scream 7, je vous rassure, pour ceux qui n'aimaient pas Scream 4 ou qui n'auraient pas voulu le retour, Jill ne revient pas du coup dans ce Scream 7. Voilà, c'est pas un spoil, de toute façon, c'était sûr et certain. Elle n'était pas castée ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt dommage, franchement, qu'ils mettent pas de suite à ce Scream 4, parce que en soi, elle s'est fait juste tirer une balle dans la poitrine. Donc elle peut très bien être en vie. On n'a pas vu son corps et tout dans un enterrement, etc., etc. Donc il peut y avoir une suite. Il peut y avoir une suite à ce film, et notamment aussi pour Stu Macker. Mais Stu Macker, ça, voilà, je l'ai là. Je l'ai en travers dans la gorge là de Stu Macker. Pour moi, il n'est pas mort par la télé. Voilà. Ou alors il a des séquelles, etc. Mais pour moi, il n'est pas dead. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel, c'est l'avis que je me fais. En tout cas, Scream 7, voilà, réussit à relancer la machine, mais en tout cas oublie de soigner avec son petit coup de grâce. Maintenant, la team. Alerte spoiler. Voilà, ce sera affiché normalement à l'écran en gros, bien en gros de toute façon. Mais on va tout spoiler à partir de maintenant. Le film, du coup, commence plutôt bien, d'ailleurs, même extrêmement bien, comme à chaque intro de Scream, avec un jeune couple qui prennent du coup un petit Airbnb, mais pas n'importe lequel, la Stu Macker House Experience. On ressent du coup en plus également sur le conjoint une fascination et une addiction pour les films d'horreur, à tel point qu'il a réponse à tout et nous fait même douter
au passage, si ce n'était pas lui le tueur. Donc c'est plutôt assez surprenant de la manière dont ça a été construit. Alors que la conjointe, elle ne veut absolument pas être ici, elle fait juste plaisir et basta. Et on apprend même que Schumacher, d'ailleurs, ne serait pas vraiment mort. Mais on apprendra à la fin du film que il est mort entre guillemets, même si ça reste un peu flou quand même aussi de ce côté-là, parce que la première fois qu'on entend que Schumacher du coup est dead, parce qu'en soi après tout le reste ça se fait avec les Ghostface. Les Ghostface qui disent que, ou qui montrent en tout cas que Schumacher n'a pas l'air d'être potentiellement mort. Mais ce qui est bizarre, c'est que ils ont mis ça de côté, mais ça vient la première fois du couple. Du couple. Le couple qui n'a aucun lien avec les Ghostface. Le couple qui n'a absolument aucun lien avec les Ghostface. Donc c'est un peu bizarre du fait que, à partir des victimes, on te dit, ah, Schumacher, il est peut-être probablement pas mort. À partir de là, normalement, il y aurait eu à avoir un fil rouge. Il aurait dû y avoir un vrai fil rouge à partir de là et nous mener au final de Schumacher. Mais non, absolument pas. Absolument pas. Waouh, plot twist. Ce n'était pas Schumacher à la fin, mais ça, on reviendra juste après. Pour ce qui est du coup du jeune, voilà, vous comprenez aussi rapidement que Ghostface revient aussi dans l'intro et tue le jeune couple, bien évidemment. Donc voilà, ça nous lance ça un petit peu sur le tapis et tout. Et ensuite, scène d'après, bon, banger, hein, voilà, ça brûle un petit peu la Schumacher House en mode, ça brûle un petit peu le passé, voilà, les démons du passé, voilà, il y a plus normalement de précédents films et tout, on reboot tout ça, j'ai envie de vous dire, à partir de ce film. Donc peut-être que les prochains, il va plus y avoir aucun lien avec du coup les précédents. Donc ça, voilà, ça pourrait paraître un petit peu bizarre et tout. Mais moi, je l'ai compris comme ça, la manière dont du coup le Ghostface au début brûle, on peut dire un petit peu la Schumacher House. Donc après, s'il faut, je me trompe, mais on verra tout ça, en tout cas quand le 8 sortira, bien évidemment. Et on revoit du coup Sydney, la scène d'après, on voit également qu'elle a construit une véritable famille, donc du coup la famille Evans, voilà, plus Prescott, et qu'elle s'est construite du coup avec un mari policier. Voilà, donc vraiment la sécurisation au max, elle est safe de fou. Elle a 3 filles aussi également, 2 petites et une grande. Et cette dernière qui porte le nom du coup de Tatum. Tatum, du coup, qui était sa meilleure amie, morte par un des Ghostface dans le premier Scream, par une porte de garage dans le premier volet, malheureusement. Je crois que c'était soit par Stu, soit par Billy, je ne sais plus en tout cas le tueur précis. Mais en tout cas, voilà. On apprend du coup que la grande fille s'appelle Tatum et ça va engendrer quelques petites difficultés de relation entre la mère et la fille par rapport justement à ce prénom, au fait qu'elle Sydney ne veut plus reparler du passé, etc. Voilà, ça engendre une petite difficulté de communication et de relation entre les deux, ce qui est plutôt assez intéressant. Voilà, j'ai envie de vous dire. La fille, je l'ai beaucoup aimée dans ce film, même si on va dire que peut-être elle a potentiellement pas fait grand-chose, hein. Peut-être que beaucoup diront qu'elle a pas fait grand-chose, voilà. Même d'ailleurs Gail, hein, on y reviendra juste après, mais Gail Weathers n'a absolument aussi rien fait dans le film, mais c'était plutôt, ça rapportait un petit peu une once de fraîcheur de la voir dans le film aussi également. Et du coup, à partir de là, on voit que du coup, elle a des collègues aussi, sa fille, donc voilà, elle a des copains et tout, donc on peut se douter que peut-être il y aurait le tueur parmi tous ces petites personnes et tout. Et elle a aussi un petit ami qui d'ailleurs, à un moment donné, dans un petit moment au milieu du film, on pourrait se douter que c'est lui, en fait. Et je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec le perso. Mais ok, oui, ils voulaient. C'était en fait par rapport à de l'IA et du deepfake. En fait, ça se passe dans un restaurant. Et la fille du coup de Sydney voit qu'en fait, elle est en train de faire les deepfakes et les IA où on voit du coup notamment le fil rouge. Je parlais d'ailleurs du fil rouge. Schumacher durant tout le film. Voilà. Donc on l'a aperçu et tout. On avait bien du coup en plus le retour de l'acteur Matthew Lillard. Voilà, qui le joue.
Et on s'était dit, voilà, potentiellement, ok, Schumacher revient, est-ce qu'il revient pas, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en vie? C'est assez bizarre comment c'est tourné, etc. Mais du coup, bon, voilà, on apprend à la fin qu'il est mort, entre guillemets, mais ça reste quand même un petit peu flou. Et en fait, par rapport à ça, par rapport du coup parce qu'en fait, aussi à des moments, ce que je n'ai pas précisé au début du film, voire un petit peu au début jusqu'à la fin, c'est que Sidney, dans des passages un petit peu où elle parle à Ghostface, même pendant la journée, etc., à un moment donné, Sidney lui sort « Ok, tu ne montres pas, t'es toujours derrière ton téléphone, etc. » Boum, on voit en fait que le Ghostface lui met un visio dans la gueule, et bam, on apprend que du coup, il y a Schumacher en version deepfake IA, même si potentiellement, moi j'aurais dit que c'était le vrai, mais voilà. Parce que à un moment donné aussi, par la suite, le petit copain en fait de la fille de Sidney dit qu'en fait c'est ultra bien fait, que l'IA est ultra bien faite, donc c'est bizarre, ça ne peut pas être de l'IA. Donc on nous met le doute durant l'intégralité du film, hein, même du début à la fin, hein, parce qu'à la fin on nous dit qu'il est mort, mais bon, voilà, nous teaser un petit peu le Schumacher du début jusqu'à la fin du film et nous dire qu'à la fin il est mort, même venant des Ghostface, ça reste un tout petit peu flou. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Mais moi, personnellement, je suis de la team qui pense qu'il n'est pas potentiellement mort. Voilà. On nous a vendu tout ça dans l'intégralité du film pour dire qu'en fait, officiellement, il est mort. Et que ce soit deux randoms, vraiment, je le dis clair, net et précis, c'est deux randoms, les Ghostface. Voilà, c'est pour ça que le reveal m'a saoulé. Voilà, et il m'a enlevé énormément de points sur ce film. C'est vrai que je m'attarde pas trop aussi dans les détails de l'intégralité du film, je préfère vous garder quand même quelques surprises. Mais il y a aussi d'ailleurs le personnage de Makina Grace, voilà, je crois que je prononce bien son nom, l'actrice Makina Grace est même chanteuse, qui a un rôle pas fou, hein, on va pas se mentir, mais qui a une scène de mort, on va dire un petit peu théâtrale, et j'aime beaucoup cette scène. Voilà, je le dis. Je l'ai regardé, on va dire un peu plusieurs fois le film, et j'aime beaucoup cette scène. J'aime beaucoup cette scène parce qu'on voit que du coup, voilà, là, on voit le Ghostface un petit peu en mode, voilà, qui est en mode humour noir, qui veut s'amuser avec elle et tout, alors que elle est accrochée un petit peu comme un gigot, ouais, j'ai envie de vous dire, comme c'est un peu comme de la boucherie. Voilà, de la manière dont ça a été fait. Et d'ailleurs, la scène décrit exactement bien ce que je suis en train de dire. Parce qu'après, à un moment donné, voilà, elle lui sort les tripes et tout. En fait, c'est gore. C'est bien gore. Il est bien gore, celui-ci. Et on a des finishes, en plus, entre les différents acteurs principaux, même des jeunes, etc. Où, en fait, voilà, il y en a un qui va être planté dans un pic, il y en a un qui va se faire balayer par des morceaux de verre, il y en a une, enfin voilà, quoi, c'est quand même un pétage de crâne sur 20. Une qui va être brûlée, voilà, dans l'intro, bien sûr, bien entendu. Il y en a juste qui vont se faire poignarder, mais voilà. Et j'ai envie de dire, voilà, on va finir un petit peu sur ce petit point-là, mais le policier, le mari de Sidney, on en parle de ce personnage qui est tankable du début jusqu'à la fin. Il a reçu une vingtaine de coups de poignard. Le gars est toujours en vie. Du début à la fin. On peut se dire à un moment donné, non, il va tuer le mari. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le mari survit du début à la fin. D'ailleurs, à la fin, on le voit à l'hôpital. Bon, certes, ok, il est mal au point, mais il survit. Il survit. Et ça, c'est un truc de fou. D'ailleurs, le mari, franchement, je le dis, hein, meilleur personnage de ce film. Je crois que ça a été vraiment le meilleur personnage. D'ailleurs, le doublage VF a été fait par Alexis Victor. Bien évidemment, le doublage VF est toujours aussi incroyable. Mais Alexis Victor, qui prenne notamment sa voix à Loki, bien sûr, à sa voix de Tom Hiddleston, ou à sa voix de Björn. Je crois que je le prononce bien, mais Ragnar Lodbrok, pardon, dans du coup Viking. Voilà. Donc très très bon doubleur que j'aime beaucoup. Et après également ce qu'on a, voilà, on a des petites scènes avec les Ghostface qui sont toujours aussi incroyables. Hein. Des fois par moment on va avoir juste le visage qui se fond un petit peu dans le noir et revient ensuite par la suite dans le noir. Ça,
Ça a été des scènes, mais du poulet, franchement, ça a été plutôt assez incroyable de nous mettre un petit peu ça sous le gosier. Mais le film en soi, franchement, je vous le dis, je peux vous le recommander à regarder à plusieurs, bien sûr. Je vous le recommande pas à tout seul, en fait, à regarder tout seul, vraiment pas. Mais à plusieurs, c'est sympa. Franchement, à plusieurs, c'est plutôt sympa à regarder. Mais ne vous attendez pas à un truc de fou pour la fin. Ne vous attendez vraiment pas à un truc de fou pour la fin. D'ailleurs, il y a un des deux Ghostface, on se doute déjà dès le début, il est cramé. En fait, entre les deux Ghostface, il y en a un qui est cramé. Je dis bien un parce que la deuxième c'est une féminin. Je vous dis pas quels sont les persos. Voilà, je vous laisse un petit peu cette surprise quand même. Mais c'est un gars et une meuf. D'ailleurs, ils sont trois. D'ailleurs, et ça, je tiens à souligner. Voilà, ce dernier passage dans le film. Au tout début, au bout de 40 minutes de film, on peut se dire. Alors, avant que les 40 minutes, on se dit à un moment donné, on est un petit peu en tremblement, en se disant, dès le début, comme ça, il y a un Ghostface qui meurt. Alors, on apprend du coup qu'ils sont trois. Voilà, donc comme le précédent opus. Et il y a un des Ghostface qui meurt au bout de 40 minutes de film. 40 minutes de film. Genre, ils ont brisé un petit peu. Et c'est ça que j'ai beaucoup kiffé. Là, ce film a essayé de faire de nouvelles choses, un peu comme l'avait fait le 4, justement. Le 4, ils ont failli du coup faire gagner les méchants, ce que j'avais beaucoup aimé. Mais là, ils tuent un Ghostface dès le début, après 40 minutes de film. Et ça, par contre, ça a été vraiment incroyable. Donc, on verra tout ça. Franchement, c'est génial. En soi, le film est très très bien. Le film est très très bien. Il arrive à faire de nouvelles choses. Il arrive à nous surprendre. Il arrive à nous faire frissonner quand même aussi par moments. Donc, j'ai beaucoup kiffé, mais c'est le reveal. C'est le reveal qui a un petit peu bâclé, gâché le film, je trouve, parce que ils auraient pu faire un truc de fou avec Schumacher. Voilà. Je pense que faire revenir Schumacher était normalement une chose intéressante, mais le réalisateur apparemment ne voulait pas parce que ça aurait fait beaucoup trop, etc. Mais en fait, nous, on n'avait qu'une envie, comme Avengers Doomsday, comme la bande-annonce d'Avengers Doomsday d'ailleurs, on n'avait qu'une envie, c'était de revoir le perso en personne. Et en fait, c'est la douche froide au niveau des reveals. On apprend que c'est lui, que c'est elle. Bon, ça nous surprend pas tant que ça, c'est nul. Enfin, la fin a été nulle. Voilà. Il y a juste aussi un moment où Wendy Ghostface se fait dégommer le visage par contre. Et ça a été une pure kiffance parce que il était insupportable le personnage. Entre les deux Ghostface, on va dire que voilà, c'est la version féminine. Et il est insupportable le perso. Et franchement, le voir crever comme ça, le voir mourir comme ça a été un pur plaisir. Mais voilà, Gale Weathers aussi, bien sûr, on la voit pas beaucoup dans le film, mais on voit que quand même elle a un traumatisme. Elle a un traumatisme en tout cas du 5 et du 6. On ressent en tout cas un truc assez pesant, qui peut potentiellement être encore plus profond dans le prochain, parce que il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Gale Weathers serait le prochain Ghostface. Et en soi, moi je n'y crois pas. Mais apparemment, il y aurait des petites choses dans le Scream 7 qui font que du coup, Gale serait le prochain Ghostface du 8. Après, c'est bizarre parce que en soi, bon voilà, les meilleurs amis et tout. Mais il y a ce truc aussi de les meilleurs amis nous mettent aussi des couteaux dans le dos. Plus on les connaît, plus ils veulent nous mettre un couteau dans le dos. Sachant que Gale a tout perdu. Gale a tout perdu, donc en soi, même ça, c'est une bonne raison. Ça ferait un méchant classique. Un méchant classique en mode j'ai tout perdu et tout, donc je vais te faire souffrir aussi. Mais en soi, ça pourrait être assez profond, mais vraiment profond, car Gale Weathers et Sidney Prescott, du coup, sont vraiment meilleures amies. Elles partagent tout du premier Scream au dernier, donc plus de 30 ans de Scream quand même, à tuer des Ghostface par-ci par-là. Donc franchement, ok. Et elle peut potentiellement perdre son travail car aussi deux persos qu'on avait vus, donc, je crois que c'est les neveux de Randy du deuxième film, reviennent du coup, ils étaient là le 5 et le 6, et reviennent du coup dans celui-là et veulent prendre la place de Gale. Voilà, ils veulent prendre la place de Gale en tant que journaliste. Donc voilà, on aurait potentiellement ces petites choses qui font que Gale pourrait potentiellement tout, mais absolument tout perdre dans le 8,
et la tourner dans le côté obscur. En soi, ça me dérangerait pas, ce serait un truc assez fou, je pense, s'ils arrivent à bien tourner la chose, mais en vrai, j'aimerais pas. J'aimerais pas parce que Ciné, franchement, elle serait vraiment au plus bas. Donc ça saoulerait un petit peu, mais à voir ce qu'ils vont faire en tout cas dans le 8. En tout cas, le 8 est en préparation actuellement. Il n'est pas fini de son tournage, donc voilà. Voilà en tout cas pour ce qui était de mon avis critique sur Scream 7. Je mettrai la note sur 10 de 8 sur 10. Voilà, je lui mets la note de 8. Même 7,5 sur 10 pour vous dire, parce que le reveal a beaucoup gâché. Franchement, je vous le dis, ça a beaucoup gâché. Donc, mais après, il était gore. Franchement, il était assez incroyable le film. Il y avait ce truc aussi entre mère et fille. Enfin, on voyait ce truc un petit peu familial. Donc c'était plutôt cool. Le personnage de la fille de Sidney Prescott, absolument incroyable aussi. On sent qu'au début elle a peur et après à la fin, quand elle doit tuer son premier Ghostface, plus aucune peur et tout. L'évolution du perso, magnifique. J'ai beaucoup aimé. Elle également avait tout perdu parce qu'elle a aussi également perdu son petit copain. Donc et ses amis aussi, par la même occasion. Parce qu'on apprend qu'en fait, aucun de ses amis, là, pour le coup, dans son entourage, n'est un Ghostface. Ça retourne aux bases avec des gens proches de Sidney et non pas en tout cas de la fille de Sidney, mais en tout cas ça présage du coup une nouvelle génération pour la suite. Voilà, peut-être que potentiellement on aurait la mort de Sidney dans le 8. Sidney et Gale, ou alors que Gale, à voir, mais Sidney vu qu'elle perdra tout, si jamais elle perd Gale, il y a moyen qu'après on la revoie plus. On va voir ce qu'ils vont faire pour cette franchise, mais en tout cas j'ai très hâte en tout cas du Scream 8. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'avis et critique de Scream 7. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire, vos avis et tout, ce que vous en pensez, etc. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de mettre le petit pouce en l'air pour ne rien perdre des prochaines aventures. Ça soutient en plus et ça motive la chaîne. On se retrouve très vite, mais je tourne pour une glorieuse providence. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Loki sur cet avis et critique de Scream 7. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.